Japon fait-moi peur, un podcast consacré aux histoires d'épouvante 100% japonaises. Je m'appelle Sabrina et je vous donne rendez-vous ici pour découvrir des légendes urbaines, creepypasta et autres histoires mystérieuses tout droit venues du Japon. Bonsoir tout le monde. Alors je dis bonsoir parce qu'au moment où j'enregistre cet épisode, il est déjà tard dans la nuit, comme à chaque fois en fait. Alors cette intro sera un peu différente de ce que je fais habituellement. Je vais vous parler un peu de l'été au Japon. Ici, l'été a bien commencé. Il fait chaud et très humide, mais ce n'est que le début. Je sais que le niveau d'humidité sera à son maximum dans 2-3 semaines. En ce moment, c'est la saison des pluies, mais je trouve qu'elles sont moins fréquentes que les années précédentes. Peut-être une des conséquences du réchauffement climatique, qui sait. Sinon, cette année, c'est enfin le retour des Matsuri, les festivals d'été, et ça après 3 ans sans à cause du Covid. C'est également le retour des Hanabi, les feux d'artifice, à travers tout le pays. Honnêtement, à part l'humidité qui est insupportable, mais vraiment, vous mettez juste le pied dehors et immédiatement il y a cette moiteur qui vous tombe dessus. Les cafards, qui sont énormes et qui volent, oui, des cafards volants. Et les moustiques qui vous bouffent les jambes. Franchement, à part ça, je dirais que l'été japonais est plutôt sympa en fait. Alors, j'aime beaucoup me promener dans la région du Shonan. C'est une région située sur la côte de la préfecture de Kanagawa. Il y a une atmosphère très particulière. Ce sont les plages de Zushi, Enoshima, Tsujido. Il y en a encore un tas d'autres. Les gens, ils sont très relax. Il y a des surfeurs partout, des pêcheurs, des petits cafés et restaurants de quartier. Sur certaines plages, on peut voir quelques Yankees, voire des Yakuza. On les reconnaît aux manches longues qu'ils portent, car même sur les plages, il n'est pas bon de montrer ses tatouages de Yakuza. Mais ne vous inquiétez pas, en général, ils sont pas bien méchants et puis ils vous regardent même pas, quoi. Ils font leur vie. L'été au Japon est aussi la saison des esprits et des fantômes. Les Japonais célèbrent le Obon, une cérémonie de plusieurs jours durant laquelle ils rendent hommage à leurs proches décédés. C'est aussi la saison des films d'horreur et des émissions ayant pour sujet le paranormal. Au Japon, il est dit que se faire une frayeur permet de se rafraîchir. Alors, je ne sais pas comment c'est par chez vous, mais je vous propose d'appliquer cette croyance en écoutant les 2 histoires que je vais vous raconter dans cet épisode. Je pense que vous ne trouverez pas mieux d'un point de vue écologique et économique. Bien, passons aux histoires. Épisode 18. Des histoires de malédiction. Une lettre maudite. Un jour au collège, alors que je sortais les manuels de mon bureau, ma main entra en contact avec une grosse enveloppe de couleur marron. Sur l'enveloppe, il était écrit au feutre « Assurez-vous d'être seul quand vous lirez ceci ». Je pensais que c'était une déclaration d'amour et je l'ai rapportée chez moi sans en parler à personne. Ce n'est qu'après le dîner, seul, dans ma chambre, que je l'ai ouverte. Et j'ai été très surpris par le contenu. Voici ce qui était écrit. L'élève sur la photo a été malmené par toute sa classe et s'est pendu. Dans sa lettre de suicide, il a écrit qu'il se transformerait en esprit maléfique après sa mort et qu'il maudirait à mort tous les élèves qu'il avait malmenés, ainsi que le professeur responsable de la classe parce qu'il avait ignoré le harcèlement. La personne qui lira cette lettre doit offrir un bâton d'encens à l'étudiant décédé et prier dans son cœur. Que tu reposes en paix. Et ce jusqu'à ce que le bâton d'encens se consume totalement.
Une fois que vous aurez fait cela, écrivez votre propre nom sur l'autre morceau de papier et transmettez cette lettre en secret à un autre élève qui n'a pas encore prié pour l'étudiant décédé. Vous pouvez en parler à votre professeur ou à vos parents, mais vous risquez alors de ne pas apaiser son esprit. Les conséquences pourraient être terribles. Ces mots étaient écrits sur un vieux papier, et sur un deuxième papier, il y avait déjà écrit les noms de la moitié de ma classe. Le dernier nom de la liste était celui d'une fille à qui j'avais à peine parlé auparavant. En y regardant bien, je compris que la lettre circulait de la manière suivante. La personne qui avait la lettre la transmettait à une personne du sexe opposé. À ce stade, je pouvais encore ignorer cette étrange demande. Mais en découvrant la photo qui accompagnait la lettre, j'en ai eu des frissons. C'était une vieille photo Polaroid montrant le visage effroyablement pâle d'un garçon, avec du coton blanc enfoncé dans les narines. Ses yeux grands ouverts, opaques et gélatineux, avaient comme l'air de fixer quelque chose. Sauf que vous l'aurez compris, ce garçon était mort. Alors, que regardait-il ? Je ne pouvais pas détacher mon regard de la photo. J'ai alors compris que je n'avais pas d'autre choix que de faire ce qui a été écrit dans la lettre. J'ai été dans le salon et j'ai pris un bâton d'encens placé dans le Butsudan, l'autel familial. Puis dans l'intimité de ma chambre, pour ne pas être surpris par un membre de ma famille, j'ai prié pour le repos de l'âme de l'étudiant. Quelques jours plus tard, j'ai secrètement placé l'enveloppe dans le bureau d'une fille de ma classe. Une fois cela fait, j'ai eu comme l'impression qu'un lourd fardeau s'était détaché de moi. J'ai immédiatement parlé de cette lettre à un de mes amis dont le nom apparaissait déjà sur la liste. Je dis à cet ami, qui ne prierait pas pour ce garçon après avoir vu cette photo ? Et il me répondit qu'il n'avait pas vu de photo. Un mois plus tard, après que la lettre ait été transmise à une autre classe, tout le monde dans la mienne s'est mis à en parler. Plus de la moitié de la classe affirmait qu'il n'y avait pas de photo dans l'enveloppe, alors que le restant déclarait l'avoir bien vue. Autre fait étrange, 2 des filles qui ont vu la photo ont affirmé qu'elle montrait une fille et non pas un garçon. En fin de compte, je n'ai jamais su si l'histoire de cet étudiant était vraie ou non. Personne n'a essayé d'approfondir la question ou de suggérer de vérifier à nouveau le contenu de la lettre. Tout le monde avait le sentiment que si quelqu'un regardait à nouveau la photo, il verrait son propre visage. Une malédiction qu'on ne peut pas retoucher. Dans cette histoire, nous avons 3 protagonistes, dont 2 qui étaient nommés dans l'histoire originale A et B. Pour une meilleure compréhension, je me suis permise de les renommer Saya et Kumiko. L'été dernier, je suis partie en voyage avec 5 amis, dont Saya et Kumiko. La journée, nous faisions des randonnées ou des parties de pêche, et le soir, nous faisions des barbecues et des petits feux d'artifice. C'était un voyage entre amis assez ordinaire, mais très amusant. Mon amie Saya, qui avait un appareil photo numérique, prenait sans cesse des photos. On logeait dans un hôtel en montagne. Un soir, vers minuit, alors qu'on se préparait à aller se coucher, Saya nous dit que la mémoire de son appareil était presque pleine, qu'il ne restait de la place que pour une seule photo. On décida alors que ce devait être une photo de groupe. Nous avions donc programmé le minuteur et nous nous sommes placés les uns à côté des autres. Après le voyage, de retour dans nos vies, on s'était mis à partager les photos sur un réseau social, Mixi. Une personne du groupe de voyage s'était souvenue de la photo que nous avions prise ensemble et a demandé à Saya de la partager avec nous. Puisque Saya ne s'était pas connectée depuis quelques jours,
Je lui avais envoyé un message pour la relancer. Le lendemain, je reçus alors une réponse. « Oh, cette photo, elle n'est pas très réussie, tu ne l'aimerais pas si tu la voyais. » Je répondis que ça ne me dérangeait pas du tout, que je voulais tout de même voir la photo. Une dizaine d'heures plus tard, je me suis reconnectée et j'ai vu un nouveau message de Saya avec une photo en pièces jointes. Je l'ai regardée. Nous étions tous les 6 alignés près d'une fenêtre. La fenêtre était si grande qu'elle s'étendait presque du sol au plafond. Il faisait nuit noire à l'extérieur et la vitre reflétait très clairement l'intérieur de la pièce. Mais quelque chose n'allait pas. Nous étions tous debout, dos à la fenêtre. Donc naturellement, nos dos et l'arrière de nos têtes se reflétaient sur la fenêtre. Mais la partie de la vitre située derrière Kumiko ne reflétait rien. L'obscurité pure de la nuit s'étendait derrière elle. La qualité générale de la photo était cependant plutôt bonne. Saya avait donc menti. Elle n'avait probablement pas voulu nous montrer la photo, car elle avait remarqué l'anormalité de la fenêtre derrière Kumiko. Puis cette dernière laissa un commentaire sous la photo. « Quoi ? Cette photo est éditée. Ne me faites pas peur comme ça. » Kumiko fut surprise de voir qu'il n'y avait que l'obscurité derrière elle. Mais en y regardant de plus près, elle remarqua que la couleur de la fenêtre n'était pas naturelle. Elle s'était rendue compte que Saya avait effacé volontairement son reflet en utilisant un logiciel de retouche photo. « Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça. Tu as réussi à me faire peur. » Kumiko est morte le lendemain. Elle s'était rendue dans une gare lointaine et s'était jetée sous un train. Quelques jours plus tard, Saya m'envoya une autre photo. Il s'agissait de la version non éditée de la photo de groupe. La vitre de la grande fenêtre reflétait bien le dos de la pauvre Kumiko. Mais ce qu'on voyait était très étrange. Des visages blancs qui flottaient tout autour. Saya déclara : « Il semble que l'on puisse effacer une image, mais pas la malédiction d'un esprit. Je ne croyais pas à l'existence d'une malédiction au début. J'avais juste peur que Kumiko se sente mal à l'aise en voyant la photo, alors je l'ai retouchée. Je me suis dit que ça ne causerait aucun dommage une fois effacée. Je n'avais pas réalisé que j'avais également effacé le reflet de Kumiko. J'étais trop concentrée sur le fait de me débarrasser de ses visages. » Quelque temps plus tard, j'imprimais ces 2 photos et me rendais chez un médium, ce qui m'avait coûté pas mal d'argent. Celui-ci est édité, une farce stupide, dit la médium en montrant la photo où figuraient les visages blancs. Mais celle-là, par contre, cette photo est vraiment problématique. Il s'agissait de la photo de Kumiko sans son reflet, que Saya avait prétendu avoir éditée. Je vois une couleur sombre de la nuit, une obscurité inquiétante, se coaguler juste derrière elle. Quelqu'un a imprégné cette couleur d'une rancune insondable. Oshimai. Eh bien, j'espère que ces histoires vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter et surtout à noter le podcast en mettant un 5 étoiles par exemple. C'est la meilleure manière de soutenir mon travail et de booster le podcast. Merci pour votre écoute et votre soutien. Sur ce, je vais vous laisser et vous dis à très bientôt sur Japon Fais-moi peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises.
白の正面